Pour commencer, un peu d'histoire. Nous voici à l'embouchure de la Charente, au pied d'une ville bâtie dans une boucle du fleuve. Une ville qui sent bon les voyages et l'exotisme, sur les pas de Pierre Loti. Une ville qui pourtant relève de la rigueur militaire par son architecture. Alors, où sommes-nous? Un indice plus contemporain cette fois-ci. Deux sœurs jumelles y ont passé leur enfance. Alors? Mais oui, bien sûr, nous sommes à Rochefort, dans le pays rochefortais. C'est en 1666 que Louis XIV et Colbert, désireux d'implanter un arsenal, choisissent le site de Rochefort. Cette ville aux rues rectilignes coupées au cordon se construit et s'embellit au gré des passages d'officiers et de voyageurs. Ajoutons que cette ville a été créée de toutes pièces par l'intendant de marine Bégon à la fin du XVIe siècle. C'est d'ailleurs lui qui découvrit le bégonia, qui est la fleur fétiche de Rochefort. Après de longues hésitations sur le choix du site, Rochefort est retenu pour accueillir ce qui devait être le plus grand arsenal du royaume. La Corderie royale donc, se trouve à Rochefort-sur-Mer. Donc Rochefort-sur-Mer, ça peut paraître paradoxal parce que la mer n'est pas tout à fait au port de Rochefort, mais elle est donc à 23 km, on est à 23 km de l'océan, mais à 6 km quand même à vol d'oiseau, donc elle n'est pas non plus si loin d'ici. Et puis la mer, justement, c'est un peu tout le pari de la renaissance de Rochefort au travers son ancien arsenal. C'est justement cette mer qui a quitté l'arsenal au début du XXe siècle suite à la fermeture de l'arsenal en 1927. Et bien on essaie de la faire revenir justement au maximum. La grande difficulté de la construction de l'arsenal aura été la présence des marées. Par exemple, il aura fallu construire la corderie sur un radeau, appelé radier, c'est-à-dire un assemblage de gros madriers de chêne posés à plat sur les 30 mètres de vase. La corderie royale est par conséquent le premier bateau en pierre construit dans l'arsenal maritime de Rochefort. Il faut savoir que l'unité de longueur exigée à l'époque pour la fabrication de ces cordages, c'était une encablure, un dixième de mille marins. Par contre, la particularité de la Corderie royale de Rochefort, c'est qu'elle mesure par contre 374 mètres de long. Alors, on est quand même sous le siècle du roi Soleil, Louis XIV. Il a fallu faire grand, il a fallu faire beau. Et à l'époque, ce fut donc l'une des plus longues manufactures du XVIIe siècle. Mais Rochefort va entrer dans sa première révolution industrielle et l'arrivée de la machine à vapeur va faire décliner son activité. La corderie, qui constituait un véritable pôle industriel, va peu à peu entrer dans une période économique dramatique, jusqu'à sa fermeture au début du XXe siècle. On a construit ici jusqu'à 573 bateaux, des frégates comme l'Hermione, des galères, des vaisseaux, des corvettes, de toute catégorie, de toute taille. C'est un ensemble de bâtiments, d'ateliers destinés à la construction navale. Et dans cet hangar, planté au cœur même de l'arsenal, se cache un chantier exceptionnel, dans lequel on y reconstruit un immense bateau. Et ce bateau, c'est l'Hermione, un 3-mâts de 45 mètres de long sur 11 de large, qui a grandi sous les yeux de Nolwenn de l'association Hermione Lafayette. L'Hermione, c'est un projet qui est né en 97, d'une équipe de passionnés à Rochefort, qui se demandaient un petit peu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet arsenal qui était tombé un petit peu en désuétude. Et l'idée est venue de créer, de reconstruire une frégate du XVIIIe siècle. Sur ce chantier, différents corps de métier œuvrent à la reconstruction de ce navire. Une cinquantaine d'artisans reproduisent jour après jour ce bateau mythique en conservant les gestes d'autrefois. Si certains outils restent contemporains, les techniques, elles, demeurent celles du XVIIIe siècle. Cette frégate, elle est assez emblématique puisqu'elle a conduit Lafayette en 1780 aux États-Unis pour annoncer l'aide française à Washington. Et donc, elle est un petit peu le symbole de la liberté entre les peuples. Une liberté qui représente un budget d'environ 15 millions d'euros. Toutefois, l'association reçoit environ 250 000 visiteurs par an, et ce dernier sait qu'en achetant son billet, il apporte son soutien en contribuant à la reconstruction de la frégate. On a des compagnons du devoir qui viennent travailler dans le bateau avec les charpentiers dans le cadre de leur formation, et également dans les ateliers forge et bois. On reçoit des stagiaires qui viennent de diverses formations pour persévérer un petit peu.
prochain défi, évidemment, c'est la navigation de Rochefort jusqu'à Boston, puisque c'est le trajet qu'a fait Lafayette en 1780 et on espère évidemment refaire cette même traversée. Et quant à nous, nous remontons jusqu'à la mer, qui est à seulement 10 km à vol d'oiseau de Rochefort, car nous allons à la découverte des forts qui permettaient que toute invasion de navires de guerre soit stoppée. Vauban et par la suite Napoléon décidèrent donc de mettre en place ces forts de la ceinture de feu entre l'île Madame, l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Un système défensif de grande ampleur qui rendait ainsi toute intrusion impossible. Et le premier fort rencontré lors de la sortie de la Charente, c'est le fort Lupin. Construit dès la fin du XVIIe siècle, il devait donc assurer la protection de l'embouchure du fleuve. Quant à la fontaine Lupin, elle alimentait en eau potable les vaisseaux du roi quittant Rochefort. Celui-ci, c'est le fort Vauban. Château médiéval à l'origine, il sera fortifié au XVIIe siècle à la demande de Vauban, qui souhaitait intégrer l'édifice au système de défense et de protection du Grand Arsenal. Et celui-là, vous l'avez reconnu, c'est le fort Boyard. Sa construction a commencé sous Napoléon et a été terminée 50 ans plus tard. Il n'aura donc jamais servi. Alors, de temps à autre, on l'a utilisé comme prison. Mais saviez-vous qu'avant de faire de la télévision, Fort Boyard a fait du cinéma dans les années 60 ? Et oui, c'est là qu'Alain Delon s'est fait tuer par Lino Ventura dans le film Les Aventuriers de Robert Enrico. Nous y voilà sur cette île d'Aix, un véritable croissant de terre de 3 km de long sur 700 mètres de large. Un trait de crayon sur l'océan, à quelques encablures des côtes de Nice, au cœur de l'archipel charentais. Cependant, en 1805, la flotte de Napoléon subit un échec notoire dans les eaux de la Rade et sera contraint 10 ans plus tard, au lendemain de la défaite de Waterloo, de quitter le pouvoir. Il vient une première fois en 1808 sur l'île, donc il sait qu'il y a possibilité d'y loger, puisque c'est lui qui demande la construction de cette maison. Les embarquements, en fait, pour l'Amérique se font aussi par Rochefort-sur-Mer et l'île d'Aix, puisque l'arsenal de Rochefort est présent avec une ville assez importante. C'était à peu près logique que Napoléon se réfugie ici. Il se réfugiera pendant 3 jours dans l'une des seules maisons à étage de l'île, surmontée d'un aigle impérial. Ce musée retrace son court passage sur l'île, entre espoir et désillusion. Il pensait pouvoir partir de France de manière tout à fait légale. Il attendait les sauf-conduits du gouvernement provisoire, sauf-conduits qui n'arriveront jamais. Donc plusieurs plans d'évasion lui sont proposés qui sont parfois un peu scabreux. Et de toute façon, Napoléon, lui, ne veut pas s'enfuir comme un voleur. Il est empereur, c'est pas un mécréant qui veut s'échapper comme ça. Et donc la dernière solution qui lui reste, c'est de se confier sous la forme d'une lettre qui est exposée dans la chambre de cette maison. Et voilà, c'est la fin de l'Empire. Une profusion de souvenirs relatifs à l'empereur remplit les 10 salles. Quant à sa chambre, elle n'a quasiment pas changé depuis ces jours tragiques, pendant lesquels il suivait du balcon l'évolution de la flotte anglaise. Le 15 juillet 1815, il quitte l'île d'Aix et embarque à bord du Bellérophon. Sa dernière destination française fut brève, avant son exil à Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. De retour sur le continent, nous allons maintenant emprunter une petite merveille. Suivez-moi sur le pont transbordeur de Rochefort qui enjambe la Charente. Celui-ci permet de relier les 2 rives de l'estuaire sans gêner la navigation fluviale vers l'arsenal et le port. Le pont a été créé en 1900, donc les travaux ont débuté en 1898. Dans l'exposition temporaire cette année, vous avez donc des photos du chantier du pont transbordeur. Ce pont a fonctionné jusqu'en 1967, date de sa fermeture pour être remplacé par un pont à travée levante. Donc le pont transbordeur ne refonctionne que depuis 1994. Il a donc dû être rénové. Et l'année dernière, par exemple, le pont transbordeur, c'est à peu près 29 000 traversées.
Alors ce pont fonctionne par un moteur électrique qui alimente une pompe hydraulique et qui actionne un treuil qui se déroule d'un côté et qui s'enroule de l'autre et qui fait bouger le chariot en haut du tablier et qui fait bouger la nacelle. Alors sur ce pont, on peut y monter que les piétons ou vélos, mobylettes aussi, car nous n'avons le droit de transporter que des véhicules non immatriculés. Donc vous aviez 5 autres transbordeurs en France, Bordeaux qui n'a pas été terminé, Brest, Rouen, Nantes et Marseille. Donc ils ont été soit détruits pendant la dernière guerre, soit détruits plus tard, manque d'utilité en fait. Donc on a la chance d'avoir le dernier transbordeur encore fonctionnant en France. D'ailleurs, saviez-vous que ce pont a été le décor du générique du fameux film Les Demoiselles de Rochefort que Jacques Demy a tourné en 1966. Toutefois, pour la petite histoire, sachez que le pont a failli être peint en rose pour les moyens du film. Mais à Rochefort, on n'abandonne pas le patrimoine aussi facilement. Non mais franchement, vous le voyez en rose, vous ? Au fait, souvenez-vous de cette place, c'est la place Colbert. Elle a accueilli de nombreuses scènes du film et elle n'a quasiment pas changé. Ah, voici la mairie. Dites, est-ce que vous savez que c'est dans le bureau du maire que Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve enseignaient la danse et la musique ? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do.